téléspectateurs de la RTB, bonjour, bienvenue sur la RTB à l'émission Culture Express. Pour ce numéro, nous recevrons donc le directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur. Avec lui, il sera question du Fonds exceptionnel de solidarité, le BBDA, dans le Fonds de relance du secteur de la culture, les coefficients de répartition en musique, le droit d'auteur à l'ère du digital et bien d'autres sujets. Et puis, pour être avec moi, Issa Sigiré du journal Le Pays. Bonjour Issa. Bonjour Marie, bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de Burkina Faso. C'est un plaisir en tout cas pour nous de vous recevoir et bonjour DG. Bonjour Marius, bonjour Sigué et bonjour donc aussi à tous les téléspectateurs de la RTB. Voilà. En tout cas. Et en actualité culturelle, déjà on démarre juste après ce qui suit. En actualité culturelle, c'est le chanteur Smarty qui est devenu depuis le vendredi 26 juin ambassadeur national de bonne volonté de l'UNICEF au Burkina Faso. Essayez, réaction? C'est une fierté. Il faut dire que c'est la deuxième fois que cet artiste-là soit à un niveau très appréciable. Avant, il a été jeune talent RFI. Il avait remporté le prix découverte RFI. Voilà, donc c'est une fierté et on ne peut que lui souhaiter bonne chance et bon vent à lui afin qu'il vole de succès en succès pour le bonheur de la musique burkinabé, voire africaine. Et puis Smarty est déjà engagé avec l'UNICEF depuis plusieurs années. En 2019, il a contribué à la sensibilisation de la population sur le mariage des enfants grâce à sa chanson phare Ombre de la nuit. Plus récemment, Monsieur Corona. Smarty sera donc sollicité pour participer activement aux événements spéciaux de l'UNICEF afin de renforcer le plaidoyer en faveur des enfants. Juste après ce qui suit, nous serons donc avec notre invité. L'invité du jour, c'est le directeur général du BBDA bureau burkinabé du droit d'auteur, M. Wahabou Bara. À chaud déjà, votre réaction concernant Smarty, surtout pour avoir travaillé avec lui sur Yélène et sur son album solo? Oui, c'est une satisfaction. Et cela démontre aussi que la diplomatie culturelle peut être un outil important pour des pays comme le Burkina Faso. Et je pense qu'un parolier de la trempe de Smarty, qui jouit déjà du respect de ses pairs dans la sous-région, était un choix très judicieux pour l'UNICEF, d'autant plus que déjà, vous l'avez rappelé, en 2019, il avait déjà gracieusement offert ses talents artistiques pour que donc, la campagne menée par l'UNICEF puisse donc atteindre ses objectifs. Donc aujourd'hui, utiliser de plus en plus ces artistes, ces nouveaux influenceurs du monde, montrent qu'ils comptent beaucoup dans la balance. Et je crois que c'est un choix très judicieux. Okay. Le BBDA a lancé au mois de mai un fonds exceptionnel de solidarité à hauteur de 150 millions. Quelles sont les retombées de ce fonds concernant le fonds exceptionnel de solidarité? Alors, si vous permettez, il faut revenir un peu sur l'historique qui a guidé la mise en place de ce fonds exceptionnel de solidarité. On a été tous touchés par la pandémie de la maladie à coronavirus, et avec les premiers cas autour du 9 et du 10 mars, je crois. Et très rapidement aussi, cette maladie a touché aussi, j'ai envie de dire, en termes de restrictions, le secteur culturel. Et donc, les membres du BBDA étaient donc en ligne de mire. Et les sollicitations se faisant de plus en plus croissantes, il était important pour la direction du BBDA donc, de penser à un soutien ponctuel pour ses membres et faire donc cette proposition en conseil d'administration afin donc de pouvoir encadrer cette décision. Donc c'est ce qui a été fait en transformant la seconde tranche du fonds de promotion culturelle qui devait être lancé donc en fin juin en fonds exceptionnel de solidarité qui consistait donc à diviser le montant des 150 millions de francs en part égale à tous les sociétaires du BBDA. Et la première, j'ai envie de dire, le premier exercice nous a montré que le montant n'était pas du tout assez intéressant. Donc il fallait édicter
des critères d'écartement, voilà, donc qui ont permis quand même d'avoir un montant qui avoisinait le SMIC, donc un montant de 30 000 francs CFA par membre. Mais nous sommes allés plus loin en disant que cette solidarité devait être donc optionnelle, hein, parce que nous considérons le BBDA comme une communauté où les plus forts doivent assistance aux plus faibles. Donc, ceux qui avaient déjà un revenu important au cours de l'année pouvaient s'abstenir afin que ceux qui étaient dans les positions les plus vulnérables puissent donc postuler à ce montant. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à près de 2700 artistes qui ont pu donc bénéficier de ces 30 000 francs CFA. Et le solde donc, de ce montant sera soumis au prochain conseil d'administration afin de l'inscrire dans la relance de l'aide à la création. Mais il y a des artistes qui vivant à l'étranger qui sont membres du BBDA qui disent par exemple qu'ils n'ont pas pu souscrire à ce fonds exceptionnel de solidarité. Ils n'ont pas pu souscrire, j'ai envie de dire, ignorant les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu souscrire, parce que je crois que même à l'international, on peut avoir accès à la plateforme donc, du BBDA. Mais qu'à cela ne tienne, ils ne doivent pas être tristes de ne pas pouvoir bénéficier de ce fonds. Parce qu'ils étaient vulnérables également, surtout que ce fonds exceptionnel, le Burkina c'est seulement le Burkina qui a mis en place ce fonds. Donc il y a de quoi aussi à vouloir bénéficier. Si on est dans un pays où on n'a pas accès à ce fonds. Oui, c'est vrai que le Burkina, à travers le BBDA, a été le premier dans l'espace UEMOA, même CEDEAO. Ensuite, le mois suivant, il y a eu aussi le Sénégal. Le Sénégal aussi nous a emboîté le pas, avec le même montant aussi également. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, comme on l'a dit, hein, c'est un fonds exceptionnel de solidarité. Donc, s'il y a des exceptions qui se retrouvent dedans, donc à ne pas en bénéficier, je crois qu'on ne doit pas nous tenir rigueur, parce qu'il faut comprendre aussi que c'est une première expérience. Et il y a eu des erreurs aussi qui ont été commises à notre niveau. Par exemple, quand on a lancé le fonds, le premier jour, on a reçu près de 5200 SMS. Et on n'avait pas la capacité, par exemple, de répondre à ces 5200 SMS en termes d'accusés de réception, parce que la capacité de réaction était déjà dépassée. Donc, avec toutes les insuffisances, mais nous pensons que les plus vulnérables qui étaient au Burkina, qui ont pu bénéficier de ce fonds, et qui ont pu donc rester dignes pendant cette période. Je crois que c'était l'un des objectifs premiers assignés à ce fonds exceptionnel de solidarité. Sigrid. Monsieur le directeur, on a envie de vous poser une question en termes de transparence à ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être satisfait à ce niveau? Je ne vais pas me faire ayakiri ici pour dire que tout a été transparent, mais j'ai envie de dire que nous avons mis un dispositif qui consistait à mettre 3 numéros à la disposition de nos membres, donc avec les 3 téléphonies mobiles. Et lorsque vous envoyez le SMS pour souscrire sur un numéro, le premier filtre consiste donc à vérifier sur les 2 autres numéros si vous n'avez pas envoyé aussi le SMS pour éviter donc l'effet doublon. Ensuite, le second filtre consistait à vérifier dans les critères édictés si vous êtes bénéficiaire. Enfin, maintenant, la partie financière donc s'occupait donc de faire le paiement. Et je crois qu'après cela, nous ferons le bilan au prochain conseil d'administration et les administrateurs du BBDA donc aviseront de la transparence ou pas de ce mécanisme. Alors, il y a certains acteurs de la filière musique, notamment le SUNAMUB, qui réclament la liste exhaustive de ceux qui en ont bénéficié. Alors, qu'est-ce qui coince à ce niveau? Ils ont envoyé une correspondance effectivement pour demander la liste nominative de ceux qui ont bénéficié. D'autres associations aussi ont envoyé donc des correspondances aussi pour dire de ne pas publier aussi également donc le nom. Mais j'ai envie de dire aussi que nous sommes un bureau de droit d'auteur et nous sommes soumis donc à la législation donc portant protection des caractères à données personnelles. Donc on ne peut pas publier le nom d'un de nos membres et mettre le montant qu'il a obtenu. Et je crois aussi également qu'un des membres du SUNAMUB est membre du conseil d'administration. Donc au prochain conseil d'administration, il aura donc toute la latitude de vérifier donc la transparence de ce mécanisme. Et puis nous avons reçu le ministre de la Culture à cette émission qui parlait du soutien du ministère aux initiatives des créateurs pour sensibiliser sur le corona. Et que bon, il y avait un fonds qui a été logé du côté du BBDA. Qu'ont été donc les critères pour pouvoir bénéficier donc du soutien et puis en termes de bilan?
Non, il faut dire que dès les premières heures du Covid, les créateurs ont été les premiers à monter donc, au créneau pour faire donc, des créations. Pour certains, c'était des capsules de sensibilisation donc, en termes audiovisuels. Pour certains, dans la musique, c'était donc des chansons avec des clips qui avaient déjà déposé donc, des dossiers au niveau du BBDA. Et donc, le BBDA étant une structure plus opérationnelle, le ministre donc, a mis à disposition donc, du BBDA un montant donc, de 10 millions de francs CFA pour soutenir ces initiatives. Et ces initiatives ont été soutenues donc, à hauteur donc, de ces montants. Mais il y a eu des critères prédéfinis pour pouvoir bénéficier. C'est quoi? Comment est-ce qu'on fait pour bénéficier? Non, vous savez que le BBDA gère déjà à l'habitude de gérer ces genres d'opérations. Nous avons un fonds de promotion culturelle où il y a un comité donc, qui statue sur donc, les dossiers déposés. Donc il y a eu donc, une commission réduite qui a travaillé donc, sur les dossiers qui étaient déposés, donc, en fonction des différentes catégories. Donc il y a eu la musique qui a été soutenue, le théâtre, le cinéma, voilà. Et puis, depuis le 17 juin, le BBDA entame la révision du règlement général du BBDA et le règlement de répartition. Qu'est-ce qui va changer à ce deux niveaux? Alors, il faut dire que ces deux textes de portée très importante pour le BBDA. Vous avez donc le règlement général, qui est donc l'outil qui définit l'affiliation entre les membres du BBDA et la structure même. Et vous avez le règlement de répartition qui définit les modalités de répartition des montants collectés en fonction donc des titulaires de droits. Et donc, pour ce qui concerne le règlement de répartition, il faut dire qu'il date de 20 ans et il était important après donc l'adoption de la loi, des décrets d'application qui sont donc en cours. Il était important d'anticiper en réunissant toutes les parties prenantes afin donc de travailler sur ces documents pour aboutir donc à des résultats qui feront donc le fait de mise en œuvre d'une démarche participative et inclusive. Et on parle au niveau des... Bon, ce qui va changer, ça va concerner aussi la répartition au niveau des coefficients? Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme changement qui est déjà annoncé? Non, c'est vrai qu'il n'y a pas, on n'a pas toutes les conclusions des travaux, mais il faut dire qu'on travaille déjà dans une bonne ambiance, parce qu'il faut comprendre aussi l'esprit des coefficients. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, le droit d'auteur, si vous voulez, c'est la clé de voûte des industries culturelles. De plus en plus, on parle d'industries culturelles. Et vous savez que les industries culturelles sont un secteur exposé à une forte concurrence. Une forte concurrence. Et si nous ne mettons pas des mécanismes pour protéger les cultures les plus faibles, nous sommes appelés à disparaître. Voilà. Il s'agit même de la survie du Burkina comme nation. Et je crois que la question d'exception ne date pas de maintenant. Voilà. Vous avez l'exemple de l'exception française avec le général de Gaulle, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a vu donc le taux d'invasion des films et des musiques américaines qui étaient importantes sur le sol français, a permis donc de mettre en place l'exception française. Vous avez vu aussi également avec la question des quotas de radio qui ont été inventés en 1942 en Australie, donc pour protéger donc les musiques donc australiennes à l'époque. Donc c'est des mécanismes qui permettent quand même, comme je l'ai dit tantôt, la sauvegarde, la préservation de notre patrimoine national. Maintenant, ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est de voir pour la mise en œuvre comment on s'accorde pour travailler aussi également à ce que nos tests soient quand même plus endogènes. Parce que, il faut le dire, c'est des tests, voilà, héritage colonial oblige aussi, donc des expressions importées. Et je crois que cette démarche aussi vise donc à ce que les uns et les autres comprennent le contenu donc ça fait 10 jours, ça fait 10 jours quand même. Qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend en termes de coefficient? Si vous voulez, par exemple, dans l'ancien texte, les musiques du terroir, donc qui sont composées d'instruments traditionnels, ont un coefficient 5. Voilà.
c'était le terme musique sérieuse, hein, Oui. voilà, qui semble... En opposition à musique non sérieuse. oui, musique légère, oui, voilà. Et fantaisiste. Oui, voilà. Mais si vous aviez le document ici, ça allait être un peu plus facile. Mais ce que je vais dire, c'est que la nomenclature de ces genres musicaux-là répond donc à un besoin, hein, comme je l'ai dit tantôt, celui de mettre en lumière les œuvres du patrimoine. Donc, les œuvres d'expression nationale qui utilisent plus les instruments traditionnels à un coefficient 5. Les œuvres qui n'en utilisent pas, ce qu'on appelle donc les musiques légères, les musiques universelles, ont un coefficient 1. Et entre les deux genres musicaux, vous avez les musiques modernes d'inspiration traditionnelle qui ont un coefficient 3. Et puis bon, les musiques de films, coefficient 2, les jingles et autres qui font un 16e. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Le problème se posait dans les échanges au niveau du coefficient 5 et du coefficient 1. Non, ouais, du coefficient 5 et du coefficient 1. Non, pas vraiment. Le coefficient 1, je crois que... Le reggae, le rap, régulièrement, ils se plaignaient d'être logés au coefficient 1 et qu'ils veulent monter, aller peut-être jusqu'au coefficient 3. Non, mais il faut dire en réalité, le coefficient 1 prend l'ensemble de tout ce qu'on appelle musique universelle, musique assistée d'ordinateur, un thème que certains trouvent un peu péjoratif, mais je peux vous donner un exemple simple pour faire comprendre. Vous pouvez faire du reggae, c'est-à-dire un reggae où tous les instruments sont programmés. Tous les instruments sont programmés. Donc, l'effort de recherche n'a pas été assez poussé. Et vous le chantez, par exemple, ce reggae-là en français. Donc, vous aurez un coefficient 1. Par contre, ce même reggae, avec l'apport d'instruments du patrimoine, je vais parler, par exemple, du bendré ou du koundé, qui est la guitare traditionnelle, et chanté, par exemple, à langue, hein, dans l'une des 68 langues que nous avons, mais vous passez automatiquement au coefficient 3. Ça devient une musique moderne. Enfin, ça devient une musique moderne d'inspiration, une musique traditionnelle, enfin, plutôt. Une musique, on arrive à se perdre avec... une musique moderne d'inspiration traditionnelle. Exactement, ça devient une musique moderne d'inspiration traditionnelle. Donc, vous avez un coefficient 3. Il faut dire qu'auparavant, au BBDA, ce mécanisme avait créé peut-être des désagréments, parce qu'il faut dire qu'on n'avait pas les compétences de déterminer les genres musicaux. Parce que, délit de faciès faisant, je viens souvent avec mes droits de BBDA et je dis, je fais du reggae. Automatiquement, le collaborateur du BBDA peut mettre donc la musique d'un coefficient 1. Ou je viens avec mon baggy, ma casquette, je dis, je fais du rap, on me met automatiquement aussi également d'un coefficient 1. Maintenant, depuis 2017, le BBDA a mis en place une commission technique d'identification des œuvres, CETIOLA, dans chaque catégorie. Ce qui fait que les experts écoutent la musique et affectent les coefficients. Donc, je crois que mais néanmoins, oui, en termes de coefficients, on est en train d'aller vers l'unanimité, mais ce qui coince un peu, ce sont les termes toujours péjoratifs qui existent dans le nouveau texte que certains acteurs décrivent, tels que musique fantaisiste, par exemple. Non, quand on dit musique fantaisiste, ou pot-pourri, ou medley, c'est des thèmes techniques. C'est-à-dire qu'un pot pourri, par exemple, c'est un mélange de genres que vous faites, etc. C'est des thèmes techniques, ce n'est pas de l'injure, même quand on dit musique assistée d'ordinateur. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, on fait la musique avec un ordinateur. Mais on vous dit comment on la fait avec l'ordinateur. Parce que moi, en tant qu'arrangeur, je peux avoir mon ordinateur avec moi et j'ai besoin de Marius pour jouer du bendré. Marius joue le bendré que je capte avec l'ordinateur. Il le joue en live. C'est différent de quand je prends directement le bendré qui est joué automatiquement dans la machine. Donc, vous comprenez que le droit d'auteur vise à récompenser l'effort de création entre celui qui a pris dans le clavier et celui qui est venu jouer directement. Qui est-ce qui a fait l'effort? C'est cela. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, la commission quand même arrive à faciliter cette tâche. Parce que vous, moi et Marius, c'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie poussée, il y a des samplings qu'on fait et on a l'impression que c'est joué exactement en live. Donc voilà pourquoi cette commission arrive à trancher et nous permet quand donc même... on attend les résultats des travaux. Oui, mais j'ai envie de dire que actuellement, tout se passe très bien parce que nous sommes allés dans un processus participatif et inclusif en intégrant les membres de l'Assemblée générale de toutes les catégories,
les membres du conseil d'administration de toutes les catégories, les commissions techniques d'identification des œuvres et des personnes ressources, hein, donc, qui ont permis quand même de pouvoir faire un consensus au cours de ces échanges. J'ai envie de saluer aussi la participation de Boukaï Sawadogo, l'expert de l'OMPI, qui nous a accompagnés donc, au cours donc, de ces travaux, parce qu'il faut le dire que ces coefficients ne sont pas l'émanation du BBDA, c'est une nomenclature internationale. Voilà, vous prendrez le Burida, la SODAV, la France, partout vous avez des coefficients, et que l'esprit des coefficients, c'est que ces bureaux-là travaillent à favoriser l'économie nationale. Voilà. En décembre 2018, oui. Non, avant, comme nous sommes toujours dans la rubrique droit d'auteur, DG, vous êtes aussi auteur, parce que vous êtes écrivain, vous avez déjà 2 œuvres. Est-ce que vous continuez à percevoir les droits d'auteur en tant qu'auteur? Oui, mais en tant qu'auteur, je percevais les droits antérieurs à ma nomination. Ça, c'est logique, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois là. Et à la sortie de mon second ouvrage, donc mes collaborateurs m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas donc valider la déclaration de mon œuvre parce que j'étais DG du BPDA. Et donc on attend la fin donc, de la relecture de ces textes-là pour voir comment trouver donc, la formule pour éviter les conflits d'intérêts. Alors, est-ce que là aussi, il n'y a pas de problème parce que l'article 26 du BBDA aussi interdit qu'on soit à la fois créateur et aussi soit travailleur ou dirigeant du BBDA? Il n'y a aucun article 26 qui le dit. Bien sûr. Mais bien sûr. Okay. Si vous êtes actif, si vous le disiez pour que les téléspectateurs soient... Okay. En décembre 2018, vous avez affirmé que le BBDA, en décembre 2018, est en relecture des tests et lois. En 2019, donc, il aura une loi qui prend en compte le numérique. Et les conseils qui se sont souvent diffusés en direct sur les réseaux sociaux est une forme de communication publique, c'est-à-dire indépendamment des organisateurs qui payent. Ces personnes vont aussi payer des redevances avec la nouvelle loi. Nous sommes à quel niveau avec les directs Facebook et tout qui doivent être payants? Alors, il faut dire que c'est quand on adopte une loi, il faut travailler d'abord à la vulgariser. Voilà, avant sa mise en œuvre immédiate pour éviter donc des petits heurts. J'ai envie de prendre l'exemple du compteur KPG qui avait été donc interpellé par nos services lors donc, du Covid parce qu'il avait fait un direct chez lui à domicile. Quand on regarde le but de son projet, c'était donc de sensibiliser les populations. Et dans cette période de Covid, les œuvres littéraires artistiques, quand même, permettaient de faciliter la résilience de nos populations à domicile. Donc, tout de suite, le droit d'auteur ne doit pas être un frein. Donc, il faut travailler, dans un premier temps, à sensibiliser. Et nous avons prévu donc, des périodes de sensibilisation de cette loi à partir donc, du mois de juillet, en 3 grandes étapes. Et je crois qu'après la sensibilisation, on va procéder certainement à la collecte sans forcément en tenant compte des intérêts des parties prenantes. Je me demande bien comment est-ce que la collecte va se faire. Non, c'est possible parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec le numérique, c'est facile d'identifier. Il y a des outils pour identifier donc, les utilisateurs. Ce n'est pas du tout compliqué. Vous avez suivi des organisateurs qui ont organisé un événement au Sénasa qui baptisé Covid Live et qui était rediffusé à partir d'une plateforme, je crois, Waga Showtime ou quoi. Donc c'est facile d'avoir les identifier. Mais lorsque ça émane d'un particulier, non, un individu qui s'élève et qui fait un direct, non, qui filme un concert. Le particulier, il faut l'aborder sous 2 aspects. Si Smarty fait un concert, par exemple, à la Maison du Peuple, et que vous vous retrouvez dans la salle, c'est parce que vous avez payé votre ticket d'entrée, vous avez droit à suivre le spectacle de Smarty, exclusivement. Mais vous n'avez pas le droit de prendre votre portable à partir de la salle de spectacle et permettre à d'autres personnes de suivre le spectacle étant à la maison. Vous faites ce qu'on appelle en termes techniques une retransmission. Et cette retransmission, en droit d'auteur, c'est ce qu'on appelle la mise à disposition du contenu à un public. Et si vous le faites, c'est facile de vous identifier et de vous faire payer. C'est un peu cela. Il faut que les gens comprennent que le droit d'auteur, certes,
vise l'équilibre en 3 parties prenantes importantes. Les titulaires de droits qui doivent avoir une rémunération proportionnelle à l'exploitation de leurs œuvres. Les utilisateurs qui utilisent ces œuvres pour en faire un business, que leur business soit rentable. Et enfin, le public qui souhaite avoir accès à une société d'information via ces œuvres. Donc, c'est cet équilibre que nous cherchons régulièrement, sans que l'un ou l'autre ne prenne part. Est-ce que les tarifs sont déjà fixés à ce niveau? Oui, les tarifs sont fixés. Ça va en termes de minutes? C'est quoi exactement? Oui, nous prenons en compte le nombre de minutes, le prix d'entrée. Il y a plusieurs variables qui sont prises en compte. Okay. On peut considérer que tout ça, ça fait partie des nouvelles niches. On a vu à côté la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui veut intégrer, par exemple, qui veut que ceux qui organisent les cérémonies de mariage reversent les droits d'auteur. Est-ce qu'au Burkina Faso, on est en train d'aller vers cela? Au Burkina Faso, on est partagé. Hein. On salue l'audace des Ivoiriens, même si je sais que dans la mise en œuvre, il y aura beaucoup de problèmes. Parce que vous savez, je l'ai rappelé tout à l'heure, le droit d'auteur, c'est l'équilibre. Hein. C'est l'équilibre et au-delà de la légalité, il faut travailler à arrimer une légitimité. Hein, donc, à la question du droit d'auteur. Vous savez, dans certains pays, on ne pratique même pas. Et il est très difficile même de faire des collectes. Nous avons des oppositions avec des lobbies très forts qui trouvent que le droit d'auteur est une entrave à la société de l'information. Donc, nous devons travailler à être dans une certaine forme de légitimité. Que dit le droit d'auteur, par exemple, en termes de modes d'exploitation? Vous avez 2 types de modes d'exploitation. Le droit de représentation, ou exécution publique, hein, où on appelle aussi également la communication au public. Alors, c'est-à-dire que chaque fois qu'une œuvre d'un titulaire de droit est utilisée dans un public, on doit pouvoir percevoir une redevance afin que tous ces auteurs puissent bénéficier du fruit donc, de leur travail et continuer aussi également de faire rêver la société. Pour le cas des mariages, qu'est-ce qui se passe? Un mariage qui a lieu, par exemple, dans un domicile, ça va être difficile, ou un anniversaire, ou un baptême, comme ils l'ont cité, ça va être compliqué. Mais si le mariage, parce que de plus en plus, avec la montée d'une société assez moyenne, hein, on constate que les mariages se déplacent de plus en plus dans des espaces publics. Si on prend le cas du Burkina, il y a des mariages qui ont lieu au CIAO, ou souvent même à la salle des banquets, hein, où il y a quand même tout ce qui va avec. Dans ce cas, si on vérifie que le contenu, c'est-à-dire tous ceux qui viendront au mariage, ou au baptême, ou à l'anniversaire, ne constitue pas le cercle de famille, alors on peut percevoir la redevance. Parce qu'il faut démontrer que ce n'est pas, le public n'est pas, qu'il y a un public. Parce que quand on dit public, ça s'oppose au cercle familial. Voilà. Alors que la majeure partie de nos législations définissent la famille, la famille comme les éléments biologiques, mais aussi même la famille par alliance. Hein, donc, un bara, naturellement, est ami à un Diossongo, Diossongo est ami à un Sigué. Donc, ça va être un peu compliqué, mais c'est des choses qu'on peut voir du cas par cas. Et travailler peut-être à trouver un partenariat avec les mairies. Et c'est les mairies aussi qui peuvent accompagner les structures de droit d'auteur s'il arrivait qu'on pourrait travailler à mettre en place. Donc, on peut penser que c'est techniquement possible. Oui, techniquement, c'est possible, mais avec quelques... Je pense aussi qu'il risque d'avoir beaucoup d'heurts aussi face à cette mise en œuvre. Mais ça va faire le bonheur des créateurs, des sociétés du BBDA. Oui, on peut faire une étude. Hein. Il faut mener une étude pour savoir si effectivement ça constitue une niche importante. Hein. Voilà, si ça peut constituer une niche importante, pourquoi pas? Il ne faut pas être fermé. Nous apprécions, nous observons et nous verrons. Après, on peut faire du benchmark. Si l'expérience ivoirienne est bonne, le Burkina peut s'en inspirer. Voilà. Toujours parlant des nouvelles niches, qu'en est-il des web TV, les web radios qui utilisent donc des contenus qu'on va mettre donc sur YouTube ou bien sur les chaînes web? Est-ce que le BBDA perçoit des droits? Oui, nous avons donc des contrats avec ces web TV que nous arrivons à identifier. Vous savez, ces web TV ou autres plateformes
comme YouTube ou Deezer, Spotify, etc. La difficulté, c'est que c'est des structures qui échappent au principe sacro-saint de la territorialité. C'est-à-dire que la gestion collective du droit d'auteur est fondée sur la territorialité, c'est-à-dire que c'est des œuvres exploitées sur le territoire, voilà, où nous avons mandat de pouvoir percevoir. Alors, quand vous prenez des structures comme YouTube, qui est une filiale de Google, ou Spotify ou Deezer, c'est des structures qui ne sont pas généralement installées dans nos pays respectifs. Et donc nous réfléchissons au niveau donc, du comité africain de la CISA pour le Burkina sur la vice-présidence. Nous essayons de réfléchir afin que les régulateurs aussi également nous accompagnent dans cette dynamique afin de pouvoir percevoir, parce que c'est une niche assez importante et c'est un manque important aussi pour les créateurs. Mais je donne un exemple, par exemple, donc si quelqu'un fait Faso Musique, par exemple, sur sa chaîne YouTube, c'est Faso Musique, il utilise donc les musiques des membres du BBDA pour mettre sur sa chaîne YouTube. Oui. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, concrètement, est-ce que le BBDA arrive à taxer cette personne? Oui, il y a beaucoup de chaînes qui le font sur le territoire national. Nous arrivons à les identifier. Nous les sensibilisons dans un premier temps. Et certains font donc preuve de collaboration et viennent s'acquitter de la redevance de droit. Parce qu'en réalité, quand vous voulez diffuser ces contenus qui sont les œuvres littéraires artistiques, c'est des œuvres qui appartiennent à des auteurs et qui ont donné mandat au BBDA. C'est au nom de ce mandat que nous agissons. Voilà, donc même vous arrivez à voir des artistes qui vous disent c'est ma chanson, donc je peux la diffuser, mais vous n'êtes pas sûr sur la chanson. Si vous prenez un artiste comme Floby, il est peut-être certes l'auteur de sa chanson, mais le compositeur peut être quelqu'un d'autre, l'arrangeur peut être quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais tous ces éléments-là ont donné mandat au BBDA. Donc, même si c'est votre nom qui est sur la jaquette, vous n'avez pas l'autorisation de diffuser sans pouvoir vous acquitter de la redevance et fournir les relevés d'exploitation. Même si c'est sa chaîne YouTube. Mais bien sûr. D'accord, on va continuer. Aujourd'hui, vous êtes depuis quelques années déjà à la tête du BBDA. Est-ce que vous êtes satisfait de la mission qui vous avait été assignée? Bon, c'est très difficile de se juger soi-même, mais je peux dire que des réformes ont été entreprises et des réformes qui sont fondées sur le fait que pendant 10 ans, ayant été hors de la maison, ayant été titulaire de droit et posant certaines préoccupations, nous avons pu donc faire quand même cette masse critique-là et la soumettre donc aux différentes parties prenantes. Donc on peut parler notamment de la mise en place de l'Assemblée générale, qui est quand même l'organe suprême du BBDA et qui définit les grandes orientations de la maison et qui parachève le processus d'implication des créateurs à 71% dans les instances de décision. Donc aujourd'hui, on peut dire que le BBDA n'est pas l'affaire du DG, mais plutôt l'affaire des instances de la maison. On peut aussi évoquer aussi la mise en place de AMA, qui est donc un mécanisme de prévoyance sociale pour les personnes âgées qui ont plus de 15 ans d'adhésion au niveau donc, du BBDA et qui, pendant cette période-là, eu égard à la faible structuration des filières de création, n'ont pas pu bénéficier des dividendes du droit d'auteur. Ici, l'autre enjeu, parce que c'est un mécanisme conjoncturel, c'est travailler à le rendre plus structurel en définissant peut-être un modèle de prélèvement sur les collectes qui serait permanent pour ces doyens-là qui nous ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Donc je pense que ça peut être un motif de satisfaction. Mais il y a également aussi la commission technique d'identification des œuvres littéraires et artistiques. Vous savez, depuis longtemps, il y avait beaucoup de bruit sur la question des genres musicaux, les coefficients, comme vous le dites. Aujourd'hui, on a quand même une commission qui est composée d'experts et jouissant d'une certaine probité qui nous permettent aujourd'hui d'aboutir à des déclarations saines. Et quand les déclarations sont saines, je crois qu'il y a moins de bruit à la répartition, même si
il n'y a jamais de répartition exacte dans les bureaux de droits d'auteur. Je crois qu'à ce niveau, on peut avoir ces motifs de satisfaction, mais aussi on peut parler aussi également, si vous permettez, le projet de la filière musique, parce que la filière musique, dans la majeure partie des bureaux de droits d'auteur de l'espace UMOA comme CEDEAO, la musique constitue quand même le segment le plus élevé, non seulement en termes de membres, mais aussi en termes d'apport, parce que généralement les collectes de la musique avoisinent autour de 70% des collectes totales. Et donc, c'est la voix de ces créateurs-là aussi qui portent un peu dans ces bureaux de droits d'auteur. Mais cette filière musique-là souffre d'un déficit de structuration qui fait que on n'arrive pas à capter toutes les valeurs que les créateurs pourraient donc obtenir s'il y avait une bonne structuration. Et avec aujourd'hui la montée du numérique également, ça devient encore plus complexe, avec donc ces gros géants qui viennent modifier un peu l'écosystème musical avec un transfert des valeurs qui est défavorable donc aux créateurs, et puis également l'articulation entre les régulateurs dans nos bureaux et les bureaux de droits d'auteur. Il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu, parce qu'on a l'impression que le rôle des régulateurs, c'est plutôt dans la démocratie, dans le renforcement de l'état de droit, en occultant la mission culturelle qui est assignée à ces régulateurs. D'où l'importance, par exemple, du respect des quotas de diffusion d'œuvres d'expression nationale, et le projet renforcement de la filière musique au Burkina Faso et dans certains pays de l'espace UMOA est un motif de satisfaction. Ça a été en mai 2019 à Genève. Oui. Qu'en est-il donc de la mise en œuvre? De la mise en œuvre. Alors la mise en œuvre, c'est pour 3 ans, 2020, 2021, 2022. Donc pour 2020, il y aura une étude qui sera lancée en juillet sur les 4 pays bénéficiaires pour faire donc l'état des lieux de la filière musique. Donc c'est au Burkina, c'est au Bénin, c'est au Sénégal et c'est en Côte d'Ivoire. Donc on espère que les experts de nos pays respectifs seront mis à contribution dans cette étude. Et je crois que cette étude-là pourra permettre de décliner un plan d'action sur les 2 années qui viennent, afin que tous les acteurs de la musique puissent profiter des conclusions de cette de l'AMA. Est-ce que l'AMA ne va pas s'essouffler par son mécanisme donc de mobilisation des fonds, qui consiste donc à aller voir des mécènes, des parents et tout, parce que au début ça a été annoncé en trombe, il y a eu véritablement un élan de solidarité, mais depuis un certain temps, on n'entend pas trop parler de l'AMA. Non, mais il faut dire que AMA, ça fait bientôt 4 ans quand même. Et chaque an, AMA arrive à soutenir 50 artistes de plus de 55 ans, à hauteur de 100 000 francs par trimestre, donc 400 000 francs l'année. Nous, notre objectif, c'était de parvenir au niveau de l'Assemblée générale à convaincre les sociétaires qu'un prélèvement soit fait sur les collectes annuelles pour rendre périn AMA. Parce que nous avons exploré pratiquement toutes les pistes, les plaidoyers par-ci, par-là. Après, quand on fait la cartographie des mécènes, c'est les mêmes. Oui. Donc on ne va pas encore... aller chaque fois aller les solliciter. Voilà, donc c'est réfléchi à une forme structurelle qui pourrait passer par le prélèvement. C'est une des pistes. Maintenant... Est-ce que ça avance, cette piste-là? Cette piste-là va être soumise à la prochaine Assemblée générale. Donc, il vous appartient aussi, vous également, Sigé, Marius, de jouer le rôle de médiateur culturel, que chaque fois de chercher les petits poux, aidez-nous à avoir des solutions. Oui, parlant des médiateurs, comme vous le dites, il fut un temps où vous avez désigné des ambassadeurs du BBDA. Est-ce que ça porte fruit? Oui, c'est un peu mitigé. L'idée des ambassadeurs du droit d'auteur était de trouver des personnes ressources au niveau du BBDA, eu égard à leur légitimité au niveau donc, du pays, de pouvoir faciliter des plaidoyers, d'accompagner le BBDA en termes de collecte, mais en termes aussi des plaidoyers un peu comme AMA, etc. Donc il fallait prendre des artistes qui ont soit
des droits les plus importants ou qui ont une force de persuasion, qui sont disponibles, qui ont envie aussi de s'exercer dans ce domaine, parce que c'est différent de tenir le micro ou de réaliser un film, c'est prendre du temps. Et voilà, ils ont eu donc leur lettre d'accréditation, si je peux m'exprimer ainsi. Et ils travaillent sur un plan d'action qu'ils pourront soumettre à la direction et puis on verra. Le BBDA et les sociétés de téléphonie mobile, il y a des produits comme Allo Musique et entre autres. Ça se passe comment? Il y a des artistes qui se plaignent parce qu'ils ne comprennent même pas comment est-ce qu'on fait le dispatching de l'argent. Ils trouvent qu'ils ont été peut-être beaucoup téléchargés. Est-ce que les sociétés de téléphonie mobile vous envoient des fiches et après, si ils vous envoient des fiches, comment se fait le partage des sommes perçues au niveau des sociétés du BBDA? Alors, je pense que, à l'entente de mes propos, j'ai parlé de deux modes d'exploitation dans le droit d'auteur, pour parler simplement. Il y a ce qu'on appelle le droit de représentation, le droit de reproduction mécanique, DRM. C'est-à-dire c'est un droit qui permet aux titulaires de droit d'obtenir des redevances lorsque leurs œuvres sont fixées sur cassette, CD, etc. Aujourd'hui, les téléphonies mobiles viennent dans ce secteur et passent par des agrégateurs, ce qu'on appelle les plateformes. Et donc, on a deux modèles économiques qui mettent en œuvre. Il y a donc le téléchargement et il y a le streaming. Alors, le téléchargement, c'est, si vous voulez, la numérisation de l'œuvre qui est stockée et c'est ce qu'on appelle le téléchargement. Mais le thème approprié en droit d'auteur, c'est ce qu'on appelle le CRBT, le Call Ringback Tone. Donc, avec les sonneries d'attente, Allo Musique que vous avez évoquées. Donc, chaque fois qu'une musique est téléchargée, donc stockée sur un serveur, ces agrégateurs nous fournissent les relevés du nombre de téléchargements de chaque œuvre. Donc, c'est un peu comme une œuvre qui est diffusée à la radio et on nous fournit des relevés, donc des programmes qui permettent de savoir combien de fois l'œuvre a été diffusée, le minutage, un peu ce que vous faites même pendant cette émission. Les relevés? Les relevés des programmes, ce qu'on appelle en fait les relevés d'exploitation de façon générale. Voilà, donc voilà comment donc ce mécanisme se met en œuvre au niveau donc de la reproduction mécanique. Au niveau donc des services de streaming. Voilà, donc c'est un peu comme le streaming, c'est la mise à disposition de ces œuvres. C'est un peu dans le domaine analogique, comment vous faites un spectacle. Vous voyez, lorsque vous êtes promoteur de spectacle, vous permettez aux artistes de prester, vous mettez donc ces artistes-là en contact avec un public, vous payez une redevance. Et c'est la même chose dans le cas du streaming. Dans le cas du streaming, l'œuvre ne reste pas dans le téléphone. Voilà, de l'utilisateur. Voilà, du client plutôt, parce que c'est l'utilisateur qui met à disposition. Voilà, vous le regardez ou bien par un abonnement, vous procédez par un abonnement, vous avez accès à cela. Donc voici les deux modèles économiques sur lesquels le BBDA perçoit et procède donc à la répartition avec les relevés d'exploitation fournis par les utilisateurs. Alors, est-ce que le logiciel de comptabilité unique que réclament certains acteurs ne pourrait pas faciliter tout cela? Autrement dit, qu'est-ce qui empêche la mise en œuvre de ce logiciel unique de comptabilité? J'ai envie de savoir quel est l'objectif de ce relevé unique dont vous parlez. À quoi il sert? Ce sont les acteurs qui le réclament, les acteurs de la musique, certains qui estiment que les droits sont attribués de façon aléatoire ou de bon vouloir des radios ou des utilisateurs des œuvres. Mais je pense que M. Sigué, quand on est journaliste aussi également, il faut faire aussi, il faut mener ces investigations aussi pour savoir comment ça fonctionne. Je vous prends un exemple simple. Marius Diosongo est animateur radio. Il joue 10 musiques sur lesquelles il écrit le nom des 10 titulaires, il met le minutage. Au-delà de cette donnée, si sa radio est numérisée, nous venons avec des clés USB sur lesquelles nous prenons toutes les diffusions qui ont été faites
au cours de l'année. Est-ce que le BBDA procède vraiment avec, le numérique? Donc, le BBDA vient avec des clés pour la possibilité de contrôler toutes les radios de Burkina Faso. Parce que le problème se pose déjà. Dans les radios, il y a des gens qui ne remplissent pas souvent. Oui, tout à fait. Ou il y a des arrangements entre artistes et animateurs. Ah oui, c'est le cas. Il ne joue pas l'œuvre, mais il remplit. Donc, d'où sa question qui est quand même pertinente. Est-ce que ce n'est pas mieux de mettre à la disposition des radios un logiciel unique qui va faciliter les choses? Mais pourquoi vous pensez que sur BBDA, de mettre cela à la disposition des radios? Là, moi, je suis une radio, je suis un promoteur privé, je fais ma radio peut avoir une fonction de développer la musique, elle peut être un outil de développement. Les radios communautaires n'ont pas les mêmes objectifs qu'une radio commerciale. Une radio commerciale encore plus n'a pas les mêmes objectifs qu'une radio religieuse. Et ensuite, en termes de protection des données à caractère personnel, comme je l'ai dit, ce n'est pas à nous d'envoyer un instrument dans une radio. Ce n'est pas le rôle du BBDA. Ça peut être un logiciel commun. Ça peut être un logiciel qu'on va intégrer dans le cahier des charges. Voilà. Alors, vous avez 168 radios. Voilà pourquoi j'ai parlé d'investigation. Il ne faut pas agir comme des chargés de mission d'un syndicat. Parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous travaillez comme si vous étiez des chargés de mission d'un syndicat. Non, on pose la question. Non, mais c'est vrai. Parce que, mais parce que, il faut le dire, nous sommes devant la télévision, les téléspectateurs nous suivent. C'est le SYNAMI qui a posé cette problématique. Oui. Le syndicat national des artistes musiciens est une association d'artistes musiciens. Mais dans la musique, il y a plusieurs corps de métier. Il pose des problématiques des artistes interprètes. Il ne pose pas la problématique des producteurs de musique. Il ne pose pas la problématique des éditeurs de musique. Il ne pose pas la problématique des auteurs-compositeurs de musique. Donc vous n'allez pas prendre, je vais dire, un vœu d'un syndicat pour en faire un vœu d'abord de toute une filière. Ça, c'est un. Deux, le BBDA gère 5 répertoires. Est-ce que les acteurs de l'audiovisuel, si vous prenez les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes, les comédiens, etc., si vous prenez ceux qui sont dans les arts graphiques, plastiques, etc., vous prenez ceux aussi également qui sont dans la littérature, les auteurs, les éditeurs, vous ont-ils posé ce problème? Ils sont membres du conseil d'administration. Si cette préoccupation est aussi importante, comme vous le dites tous les deux, mais ils posent cela au niveau du conseil d'administration. Et le conseil d'administration donne des orientations. Oui, mais c'est à vous d'expliquer mais nous-mêmes, dans la pratique, nous qui faisons la radio, on a des collègues, on constate également que c'est une difficulté. Oui, mais qu'il y a les artistes qui perçoivent plus qu'ils doivent percevoir, et il y en a qui perçoivent moins, parce qu'on ne remplit pas certaines fiches. Il y en a qu'on remplit par arrangement. Est-ce que pour couper coup à tout ça, est-ce que le BBDA ne peut pas mettre à la disposition de ces médias-là une sorte d'harmonisation? Voilà. Et surtout déjà que vous fonctionnez avec une clé. Si vous fonctionnez avec une clé qui renseigne tout, pourquoi mettre encore à la disposition de ces médias-là encore des relevés Alors, ce que j'ai envie de dire, ce que vous posez, d'abord, on aurait pu faire simplement du benchmark, de se dire, même si le BBDA n'est pas l'un des meilleurs bureaux de l'espace UEMOA, dites-nous un seul bureau qui a ce logiciel unique de comptabilisation. Vous le proposez, vous dites, voici l'offre financière que ça fait, et le BBDA s'intéresse à ça. Ça, c'est un. Vous n'en avez pas. Quand le SYNAMI nous a approché avec cette question, on a dit, mais on est ouvert. Proposez-nous la solution avec l'offre financière qui va avec. Bon, ça ne doit pas être le fruit d'un fantasme. Ça, c'est un. De deux, vous prenez des bureaux très avancés, comme les bureaux européens, comme la SACEM, qui ont 200 années d'existence. Ils n'ont pas aussi également ce logiciel dont vous parlez. Donc, à un moment donné, c'est possible que peut-être le Burkina... Ça peut venir du Burkina et du BBDA. C'est ce que je vous dis. Ça peut peut-être venir du Burkina comme, j'ai envie de dire, innovation. Ce n'est pas à exclure, ça serait même salutaire. Mais est-ce qu'on se pose aussi la question de savoir si ce logiciel, qu'on arrivait à le mettre en place? En quoi un logiciel commun de comptabilisation permettrait, par exemple, d'améliorer une répartition? Je vais vous dire comment la répartition se passe d'abord. Il faut maîtriser toute la chaîne de la répartition pour comprendre. Quand on crée une œuvre, par exemple musicale, je suis par exemple l'auteur, vous êtes le compositeur, il est l'éditeur. Il faudrait d'abord que nous nous accordions à définir, à nous entendre déjà
sur les différents intervenants sur l'œuvre. C'est ce qu'on appelle d'abord la documentation. Ça, c'est un. De deux, il faut que l'œuvre soit exploitée. Donc, soit par une radio, une télé, un spectacle, etc., etc. Troisième élément, il faudrait que l'utilisateur qui a utilisé ces œuvres-là vous envoie les relevés d'exploitation. C'est les relevés d'exploitation qui permettent de savoir en fait tous les titulaires sur l'œuvre, afin donc de procéder à la répartition. Donc, si vous ne réglez pas le problème de la documentation, si vous ne réglez pas le problème de l'exploitation, il ne faudrait pas penser que c'est à la répartition que tout va se jouer. Ça, c'est un. Sinon, vous pensez que depuis 200 années où tous les bureaux, les grands pays pratiquent la question du droit d'auteur, il n'y aurait pas eu ce fameux logiciel d'harmonisation. Il y aurait eu. Et puis ensuite, comme vous l'avez dit, il y a la question financière. Où on sort cet argent pour obtenir ce fameux logiciel dont vous en parlez. Vous savez bien que la cartographie des radiodiffusions sur le Burkina nous donne 168 radiodiffuseurs. Si les 168 radiodiffuseurs, nous n'avons que 78 qui numérisent leur programme. Parce que vous savez aussi comment les radios naissent dans ce pays aussi. Les radios communautaires qui naissent, par exemple, pour en faire un outil de communication. Vous n'avez pas demandé à ces radios-là de numériser leur programme. On fait la sensibilisation pour que la majeure partie des radios puissent numériser, mais il ne faut pas voir les radios comme seul pourvoyeur de droits pour les créateurs. D'accord. Déjà, on est pratiquement au terme de l'émission. C'est concernant au niveau des arts plastiques. Le droit de suite. Il y a des plasticiens qui ont demandé à savoir est-ce que comment se passe même la gestion même du droit d'auteur au niveau des arts plastiques lorsque vous achetez une œuvre ici au Burkina Faso et après vous revendez l'œuvre là par la suite, est-ce qu'on perçoit toujours les droits d'auteur? Est-ce que le BD arrive à suivre toujours la chaîne? Il faut dire que le droit de suite est consacré dans notre loi. Voilà, le droit de suite, c'est le droit qui consiste, en cas de révente d'une œuvre d'art graphique et plastique, que l'auteur de l'œuvre soit associé au succès de l'œuvre. Et la nouvelle loi l'a consacré, et le décret d'application qui sera signé dans les jours ou les semaines à venir détermine les modalités de mise en œuvre de ce droit de suite. Voilà. Maintenant, le problème qui se pose au niveau des œuvres d'art graphique et plastique, il faut le dire, il y a deux aspects qu'il faut voir. Beaucoup de pays n'ont pas ratifié le droit de suite. Donc, si vous prenez par exemple, si un sculpteur de nom, un Américain achète une œuvre ici et qui va la revendre aux États-Unis par exemple, l'auteur n'aura pas un droit de suite parce que les États-Unis n'ont pas ratifié le droit de suite. Donc il y a déjà un plaidoyer qui est porté par le Sénégal au niveau donc, de l'OMPI pour que le droit de suite soit ratifié par ces pays les plus puissants qui refusent donc d'accepter ce droit de suite. Ça c'est un. Deuxième, avant même de parvenir au droit de suite, il faut qu'on travaille à la traçabilité des œuvres d'art graphique et plastique. C'est-à-dire que ces œuvres-là doivent avoir des codes. Lesquels codes permettent de les identifier lorsqu'elles sont vendues à l'extérieur du pays. Ça aussi, c'est un travail aussi. Nous sommes pratiquement au terme, mais rappelez aussi que vous avez eu le prix du meilleur manager africain dans le domaine de la culture, le prix PADEV. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais c'est un plaisir, c'est vrai qu'on en parle peu quand on a des motifs de satisfaction au lieu de chaque fois parler des choses qui ne sont pas du tout. Ça montre que tout peut partir du Burkina, dont notamment le fameux logiciel. Ce qu'on veut dire, apprenons à positiver. Nous travaillons dans un environnement qui est très difficile. La question du droit d'auteur, je l'ai dit tout à l'heure. Le droit d'auteur, c'est la clé de voûte des industries culturelles qui sont fortement exposées à une concurrence. Vous voyez, les pays les plus puissants travaillent à dominer les pays les plus faibles. Ils passent par ce qu'on appelle le soft power, donc la diplomatie douce. Vous voyez qu'aujourd'hui, les Brésiliens n'ont pas eu besoin de venir au Burkina Faso. Ils sont passés par les telenovelas, ce qui fait que Sigué et Marie sont obligés d'acheter des mèches brésiliennes à leurs copines. Et vous savez combien ça coûte. Voilà. Donc, il nous appartient de donner une réponse proportionnelle en mettant en place des mécanismes de protection. Et si aujourd'hui, notre travail est reconnu à l'échiquier international, nous pensons que c'est un prix que nous dédions aux acteurs culturels. Et loin donc des antagonismes, il faudrait qu'on puisse fédérer
les intelligences pour faire quand même du Burkina Faso un pays culturellement fort. Merci d'être passé, donc, chers téléspectateurs. C'est avec un plaisir, en tout cas, qu'on a reçu le DG du Bureau burkinabé du droit d'auteur, M. Wahou Bara, et puis avec moi, Issa Sigiri. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Voilà. Bon week-end à tout le monde.